Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour ce deuxième webinaire du meilleur de 2024, mettant à l'honneur les lauréats des meilleures communications lors des formations de l'AFPPE l'an passé. Cette soirée est aussi l'occasion de vous présenter au nom de l'AFPPE nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à la fois sur le plan personnel et professionnel, et que 2025 puisse répondre à toutes vos attentes. Cette nouvelle année est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de renouveler son engagement pour la profession. La FPPE, elle, continuera d'avancer sur les dossiers en cours et de rencontrer au plus vite nos tutelles pour faire continuer et avancer le travail déjà engagé. Alors rejoignez-nous pour votre profession en adhérant à l'association qui depuis plus de 75 ans fait évoluer notre si beau métier. À travers ce webinaire, c'est aussi l'occasion de vous remercier pour le partage de vos expériences professionnelles, de vos travaux présentés lors des journées de formation. Vous retrouverez donc ce soir 4 présentations primées en 2024 sur nos formations. Un grand merci aux orateurs pour ce partage. Et bien entendu, merci également à nos partenaires pour leur présence tout au long de l'année en accompagnant la communauté des manipulateurs. L'année 2025 voit aussi une nouveauté pour la FPPE avec la mise en place des journées scientifiques d'imagerie interventionnelle. Ces journées se dérouleront à Grenoble et viendront répondre à l'évolution de nos pratiques qui permettent de développer dans ce domaine une nouvelle offre de soins pour nos patients et où le rôle des MERM est essentiel et en pleine transformation. Un grand événement va aussi débuter sa préparation cette année. Il s'agit des Journées mondiales des manipulateurs qui se dérouleront après Dubaï en 2026, à Nice en 2028. Alors préparez-vous pour ce rendez-vous unique qui va animer l'association pendant plusieurs années afin d'accueillir les manipulateurs du monde entier. En attendant ce moment, je vous souhaite un très bon webinaire et surtout une excellente année 2025 à toutes et à tous. Bonjour à toutes et tous et merci à la FPPE de nous donner l'opportunité de participer à ce webinaire. GE Healthcare est un de vos partenaires leaders dans le domaine des produits de contraste et des agents d'imagerie moléculaire pour améliorer les décisions cliniques. Nous proposons un large portefeuille de produits diagnostiques dans les parcours de soins en cardiologie, neurologie et oncologie. Nous disposons de 7 usines de fabrication, accréditées d'après les bonnes pratiques de fabrication dans le monde, et nous livrons dans 130 pays. Face à la demande mondiale croissante, nous investissons de manière continue dans l'expansion de nos capacités de production. Nos sites de production pour les produits de contraste se situent à Cork en Irlande, à Oslo et Lindesnes en Norvège. Nous disposons également de 4 centres de recherche en Europe, aux États-Unis et en Chine. Notre objectif chez GE Healthcare Pharmaceutical Diagnostics est de servir le bon patient au bon endroit et au bon moment dans le monde. Pour répondre à cet objectif, nous avons sécurisé à long terme notre approvisionnement en iode grâce à des accords avec le Chili et le Japon. En parallèle, GE Healthcare a investi 80 millions de dollars afin d'augmenter sa capacité de production en principes actifs pharmaceutiques pour les produits de contraste, qui devraient être d'environ 30% d'ici 2025, ainsi que 30 millions de dollars afin d'accroître sa capacité de production à Cork, où se trouve la ligne de remplissage et de conditionnement des produits de contraste. GE Healthcare vise à délivrer 30 millions de doses supplémentaires aux patients par an par rapport à 2022, pour atteindre 140 millions de doses d'ici fin 2025. GE Healthcare, c'est aussi plus de 300 brevets déposés ces 10 dernières années, plusieurs programmes en phase préclinique et clinique dans les domaines des produits de contraste et de l'imagerie moléculaire, notamment en partenariat avec les plus grands centres académiques aux États-Unis, en Europe et en Asie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes donc manipulateurs au GHU Paris et maintenant au SAMU de Necker. Donc on va vous faire un petit webinaire sur l'unité neurovasculaire mobile. On va vous parler dans un premier temps de l'intérêt de l'étude d'asphalte, les différentes contraintes qu'on a eues lors de la création de cette ambulance et bien sûr la place du manipulateur dans ce magnifique projet.
Tout d'abord, un petit récapitulatif rapide sur l'accident vasculaire cérébral. Il faut savoir que 85% des AVC proviennent d'ischémie, donc la formation d'un caillot qui va boucher une artère et priver le cerveau en sang. Les 15 autres pourcents proviennent des hémorragies. Donc pour différencier l'AVC ischémique de l'hémorragique, c'est très compliqué de le faire cliniquement, d'où l'intérêt de l'imagerie. Il faut savoir qu'une personne est touchée toutes les 4 minutes en France. C'est la première cause d'handicap. Et on évalue à 8,4 milliards d'euros par an les dépenses sur la prise en charge de l'AVC qui englobe donc l'handicap et son hospitalisation. Donc l'étude ASPHALT, c'est une étude médico-économique qui a pour objectif de démontrer l'intérêt d'une UNVM dans la prise en charge des AVC en phase aiguë, avec comme principal investigateur le professeur Guillaume Turc, accompagné des docteurs Benoît Vivien et Melika Adziametovic. Donc c'est un essai médico-économique randomisé sur 2 bras, prise en charge standard versus déploiement de l'UNVM. Donc le critère essentiel, c'est évaluer l'handicap à 3 mois. Le critère de jugement principal, c'est le ratio, ce que va coûter cette prise en charge à l'horizon vie entière. Pour ça, on va devoir recruter 450 patients sur 3 ans et donc suivre ces patients le temps de l'étude grâce à une collaboration encore inédite, SAMU 75, Pompiers de Paris et les 9 hôpitaux parisiens que vous pouvez voir sur notre carte. Et donc, nous espérons prouver qu'il y a un réel gain pour le patient et mesurer l'économie réalisée malgré un investissement initial assez coûteux. Donc, les critères d'éligibilité pour le déploiement de l'UNVM, c'est un appel téléphonique 15 ou 18, entre 8h et 18h, 5 jours sur 7. Les patients doivent être majeurs et avoir au moins un symptôme évocateur d'AVC, comme la paralysie faciale par exemple. Les heures de début des symptômes doivent être inférieures à 6 heures au moment de l'appel. Tout ça dans Paris intramuros et bientôt élargi vraiment à la zone sud, proche banlieue 92-94. Concernant les critères de non-éligibilité, c'est un patient alité la majeure partie du temps, des heures de début de symptômes donc incertains et des antécédents d'épilepsie ou de crise d'épilepsie récente. Donc l'idée vraiment d'ASPHALT, c'est d'amener l'hôpital directement au patient par l'intermédiaire de l'UNVM. On va pouvoir réaliser sur place directement l'imagerie, à savoir le scanner et l'angioscanner. Et ensuite, une concertation va pouvoir avoir lieu entre médecins, donc le médecin urgentiste qui est sur place avec nous, mais aussi avec le radiologue et le neurologue qui, eux, sont à distance. La stratégie thérapeutique va pouvoir donc être décidée et on va pouvoir commencer au plus tôt le traitement de recanalisation, à savoir la thrombolyse, pour espérer comme ça réduire le risque de handicap pour la victime. On retrouve cette idée dans l'acronyme même d'ASPHALT dont je vous ai mis la définition juste en dessous. Donc vous l'aurez compris, les objectifs d'ASPHALT, c'est vraiment de réduire au maximum le délai entre les symptômes et le traitement, qu'ils soient médicamenteux avec la thrombolyse ou la thrombectomie. Mais aussi de réaliser un triage préhospitalier qui serait le plus optimal possible pour éviter des transferts inutiles. Donc gagner du temps, réduire le risque de handicap, réduire les coûts à long terme, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de l'étude ASPHALT. Time is brain, le temps c'est du cerveau. Il ne faut pas oublier que chaque minute de perdu, ce sont 2 millions de neurones qui sont en jeu. Un petit schéma pour bien comprendre la prise en charge classique versus la prise en charge avec déploiement de l'UNVM. Donc en cas de suspicion d'AVC, un appel arrive au niveau du 15 ou du 18. On va pouvoir déclencher le déploiement d'une équipe au domicile du patient et cette même équipe va transférer le patient à l'hôpital pour qu'il puisse bénéficier de son examen d'imagerie, à l'issue duquel on va déterminer s'il s'agit d'un AVC ischémique. Dans ce cas-là, il va enfin pouvoir bénéficier de son traitement médicamenteux, la thrombolyse, et on va pouvoir plus ou moins organiser un transfert vers une structure plus adaptée, comme un centre de thrombectomie par exemple. En cas d'AVC hémorragique, pareil, on va devoir organiser un transfert vers une structure de neurochirurgie si besoin. L'idée vraiment d'ASPHALT, c'est d'amener l'UNVM en même temps que la première équipe au domicile du patient. On va pouvoir réaliser le scanner sur place et prendre la décision thérapeutique sur place.
On commence la thrombolyse au domicile du patient et on la poursuit tout le long du trajet qui va mener le patient vers la structure la plus adaptée à ses besoins. Donc pour cela, il a fallu qu'on crée de toutes pièces l'UNVM. Il a fallu 2 ans pour passer de cette carcasse à notre belle ambulance. 2 ans durant lesquels on s'est retrouvé confronté à certaines contraintes, qu'elles soient d'ordre technique ou réglementaire. La première, ça a été le choix du gabarit du camion. On a choisi le modèle allemand qui avait déjà été expérimenté, donc avec un véhicule assez compact. Il faut savoir qu'à Paris, certaines rues sont étroites. Il y a des sas d'urgence aussi qui ne sont pas forcément adaptés à des gros véhicules comme on pourrait trouver aux États-Unis. Donc on est parti vraiment sur ce modèle compact. On a dû forcément adapter notre matériel à ce gabarit. Donc on a choisi un scanner compact également, le Ceretom de chez Samsung, un petit scanner avec une ouverture de 32 cm, 8 barrettes, c'est suffisant pour l'étude de l'encéphale. Et on a dû également adapter le matériel tout autour, à commencer par le brancard. Donc le brancard, on est parti sur une base de brancard motorisé moderne, mais plutôt classique. On a dû lui greffer une tétière en carbone pour pouvoir réaliser le scanner à partir de là. Comme vous voyez sur la photo en bas, le scanner a la particularité de se déplacer sur des rails. Donc ça nous a créé de nouvelles contraintes, notamment celle de créer un châssis pour arrimer le scanner à la structure pendant les phases de roulage pour éviter qu'il se balade. Nous avons également dû penser à un système pour horizontaliser le plus possible le véhicule pendant le scanner. Il faut savoir que le scanner, vraiment, pour avoir une bonne acquisition hélicoïdale, doit être le plus à plat possible. Donc un système de vérin a été mis en place sous le camion, couplé à un niveau électronique pour vraiment s'assurer de la parfaite horizontalité du système. Donc on a malgré cela encore quelques difficultés dans certains quartiers de Paris, notamment à Montmartre, qui est connu pour être très vallonné. Les contraintes liées à l'espace maintenant, donc vous avez à gauche une vue d'ensemble de la cabine sanitaire, donc c'est petit, mais ça a été pensé vraiment de la manière la plus ergonomique possible. Chacun y a sa place et son matériel à proximité pour travailler. Donc à gauche, on va trouver plutôt le médecin qui est à proximité des pousse-seringues électriques, du corpulse pour les constantes du patient et les médicaments. À la tête, on va trouver l'ambulancier qui lui a pour rôle dans la cabine sanitaire de mettre en place les éléments de surveillance. Et nous, à droite, on est à côté donc, de l'écran qui permet de gérer le scanner. On est à côté de l'injecteur, on est à côté de la réserve des consommables pour perfuser le patient. Et aussi à proximité donc, de l'interphone, c'est important, on le verra plus tard, et une vue directe sur les éléments de surveillance et sur les pousse-seringues. À droite, vous avez une vue de la cabine conducteur, donc c'est là où on va se retrouver avec le médecin pour la réalisation du scanner en lui-même. Donc on a une console, un ordinateur qui nous sert de console. On a un petit écran en haut qui nous permet de gérer l'injecteur. On a un retour visuel du patient grâce à une caméra de surveillance et aussi les constantes qui s'affichent grâce au système Corpulse. Donc, une des contraintes primordiale a été la radioprotection. Vous le savez peut-être, la France est le pays le plus exigeant en la matière. Et donc avec l'ASN qui veillait au grain sur cette nouvelle modalité un peu atypique. Donc la base de notre travail a été de faire en sorte que ça soit une salle conventionnelle, standard ou un scanner. Donc on a mis en place une zone non réglementée, du moins essayée, et une zone surveillée en diminuant au maximum celle-ci. Donc après, on a travaillé normalement, mettant en place des vérifications périodiques, des éléments de protection individuels ou collectifs, des formations de radioprotection, que ce soit travailleurs pour les ambulanciers et les médecins urgentistes, et aussi des formations radioprotection patients pour les personnes utilisant le scanner. Et si vous arrivez à lire le bilan périodique qui date du mois de juillet, sur la cabine ambulance, on arrive vraiment à être en dessous du seuil d'enregistrement. Tout ça grâce à la mise en place de plombs. Donc on ne pouvait pas le mettre tout autour du camion, ça aurait été trop onéreux ou trop lourd.
Donc on a réussi à en mettre sur la face postérieure de la cabine de travail, que vous pouvez voir sur la photo de droite, mais aussi sur le plafond, ce qui a créé ce petit sarcophage où on a vraiment 0 dose. On a fait tous les tests, que ce soit avec une entreprise externe ou via les calculs du PCR. Et tout ça nous a permis vraiment de travailler dans une zone non réglementée sûre. Donc pour l'ambulancier, pas besoin de dosimètre et bien sûr pas besoin de PI lorsqu'on est à l'intérieur. Donc maintenant on passe au rôle du manipulateur. Donc on le répète encore une fois, une équipe inédite. On travaille maintenant avec des médecins urgentistes et des ambulanciers. Outre les formations théoriques sur la neuro ou au scanner, nous passons le certificat de bonne pratique, comme c'est une étude. Mais surtout, ce qui est intéressant et nouveau pour le manip, c'est qu'on on va se former sur du nouveau matériel, sur l'ambulance en elle-même, que ce soit les batteries ou les médicaments, les sacs d'urgence, un peu comme le font les infirmières d'urgence ou les ambulanciers sur les UMH standards. Et tout ça, grâce à cette formation sur ce nouveau matériel, on a réussi à répartir des tâches dans un environnement restreint, ce qui nous a permis d'avoir une organisation plus poussée et donc d'adapter encore une fois nos pratiques. Donc hors intervention, comme dans une salle de scanner standard, on commence par la chauffe, on fait le contrôle qualité sur Fantôme tous les jours, entretien du scan, lien avec les techniciens lorsqu'il y a des pannes ou des problèmes techniques. Tous les matins, première chose, test des connexions entre le scanner et la console, le réseau Internet, voir si les images se transfèrent, vérification de nos injecteurs, nos consommables, le sac d'urgence pour être vraiment optimal lorsqu'on arrive sur intervention en direct avec le patient, pour que tout se passe parfaitement. Donc en intervention maintenant, un des premiers rôles du manip, ça va être d'aller à la rencontre de la première équipe arrivée sur place, à savoir les pompiers en général, donc pour récupérer l'identité précise du patient, mais aussi remplir avec eux une feuille qu'on appelle ECRF, qui va centraliser des données importantes pour l'étude, comme le timing d'intervention ou les constantes du patient à l'arrivée de la première équipe, par exemple. On va ensuite s'assurer avec notre collègue ambulancier qu'on respecte bien donc le périmètre de sécurité, les 2 mètres de zone autour du camion, quitte à la matérialiser avec du rubalise. Donc on peut le voir sur la photo à droite. Dans des cas extrêmes, on peut faire aussi appel aux forces de l'ordre pour condamner la rue, pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, un travail de manip un petit peu plus classique, à savoir enregistrer le patient à la console, vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'injection de produits de contraste, préparer notre injecteur. On va perfuser nous-mêmes le patient pendant que notre collègue va scoper celui-ci. Et on va ensuite déverrouiller le scanner, faire notre 0 et relier le patient à l'injecteur, quelque chose d'assez classique. Ce qui l'est un petit peu moins, c'est qu'ensuite on va passer dans la cabine conducteur pour réaliser avec le médecin à côté de nous le scanner en lui-même. Donc en 3 phases, le scout, le scanner sans injection et l'angioscanner. Tout de suite après, un de nos rôles va être de transmettre les images au plus vite sur le PACS pour que le radiologue à distance puisse commencer l'interprétation de l'examen. On va ensuite revenir dans la cellule sanitaire pour ranger notre matériel et surtout surveiller le patient pendant que les médecins se concertent sur la suite des soins pour le patient. Donc s'il est décidé après concertation de procéder à la thrombolyse, on va avec le médecin urgentiste préparer le médicament, l'actylyse. Donc pour l'instant c'est le médecin qui fera l'injection en elle-même, bien que notre décret pourrait potentiellement nous autoriser à le faire. Ensuite, dès qu'on connaît la structure d'accueil du patient pour la suite de ses soins, on va appeler le radiologue pour lui donner la consigne d'envoyer les images à cet hôpital, toujours dans l'esprit d'économiser un maximum de temps. Avant de reprendre la route, on va s'assurer qu'on a bien tout rangé, verrouillé, en concertation avec l'ambulancier. Et pendant le trajet, il faut savoir que nous, manip, restons seuls dans la cabine sanitaire avec le patient. Le médecin est à l'avant avec l'ambulancier.
On va donc devoir surveiller le patient, voir son état général, s'il ne se dégrade pas, s'assurer que le traitement passe bien grâce au pousse-seringue électrique. Et on reste malgré tout en communication avec le médecin grâce à l'interphone dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a une vue sur ces constantes. On peut très bien donner l'ordre d'arrêter le véhicule un court instant si on sent qu'on a besoin du médecin à un moment donné. En conclusion, ASPHALT, c'est une étude sur 3 ans qui cherche à démontrer l'intérêt de cette unité neurovasculaire mobile dans la prise en charge des patients en phase aiguë d'AVC. Le temps, c'est du cerveau, donc on va essayer de diminuer ce temps de prise en charge, donc réduire les risques d'handicap et surtout réduire le coût que peut entraîner cet AVC. Donc c'est un défi technique et organisationnel qu'on a réussi à surmonter grâce à une équipe inédite avec le travail en collaboration de différents acteurs de la santé, et on a réussi à montrer encore le rôle primordial du MANIP, se former et adapter ses pratiques. Merci pour votre attention, merci à cette magnifique équipe et bravo à Guillaume et Mélika d'avoir cru en nous et d'avoir cru en cette équipe. Le GHU recrute si vous voulez faire partie de cette magnifique expérience. Désolé pour les voix cassées, mais on a une superbe ambiance à Sainte-Anne, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Et merci aussi à l'FPPE de nous avoir permis de faire cette présentation une première fois au JFR 2024. Et nous serons également aux journées francophones de Scanner qui auront lieu à Reims le 25 janvier prochain. Donc venez nombreux et nous répondrons à vos questions avec plaisir. Merci. Merci.
Bonjour à tous, donc je suis David Altieri, je suis manipulateur au sein de l'Institut du cancer Avignon-Provence et je vais vous présenter notre retour d'expérience concernant l'évolution du rôle du manipulateur lors des séances de radiothérapie adaptative en direct sur la machine Ethos. Donc l'objectif de cette présentation, ça va être de décrire le déroulement d'une séance de radiothérapie adaptative en direct. Ensuite, l'organisation particulière qui a été nécessaire à sa mise en place dans le service, et avec en particulier la délégation de tâches que nous avons commencé il y a à peu près 7 mois, et appuyé sur la création d'un protocole local de coopération. Alors, tout d'abord, il faut quand même rappeler que la reproductibilité d'un traitement de radiothérapie, elle peut être altérée par des mouvements anatomiques interfraction. Dans l'exemple affiché ici d'un traitement du col utérin, on constate qu'une variation de réplétion vésicale peut avoir une incidence, parfois même importante, sur la position des volumes cibles à traiter. Donc pour limiter l'impact de ces variations, différentes techniques sont à notre disposition. Tout d'abord l'ITV, qui est affiché ici, donc c'est une stratégie qui va tenir compte des potentielles variations quotidiennes des volumes cibles en utilisant des marges agrandies. Son inconvénient, c'est l'irradiation d'un volume plus important de tissu sain. La bibliothèque de plans, dans ce cas on utilise plusieurs plans de traitement issus de différents scanners de préparation acquis dans des conditions anatomiques différentes. Et chaque jour, le plan le plus adapté à l'anatomie du jour est choisi. L'Euroscan, lui, il est utile dès lors que la variation anatomique est jugée trop importante, souvent utilisée lors de régression tumorale. Puis, la radiothérapie adaptative en direct, elle apparaît ces derniers jours grâce aux évolutions techniques, notamment celles basées sur l'intelligence artificielle. Alors, cette dernière technique, elle peut être basée soit sur une imagerie de type IRM, soit sur une imagerie de type CBCT. À Avignon, la solution retenue, c'est la machine Ethos qui est basée sur une imagerie CBCT. Donc la radiothérapie adaptative en direct, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une technique qui va permettre d'adapter quotidiennement les plans de traitement sur l'anatomie du jour du patient. Ce qui va permettre de prendre en compte les variations interfraction des volumes cibles et des organes à risque, comme par exemple une modification de leur position ou de leur forme. Le bénéfice attendu de cette technique, c'est une plus grande précision dans la délivrance du traitement, ainsi qu'une diminution de la toxicité sur les organes à risque grâce à une éventuelle réduction des marges de traitement. Donc, concrètement, une séance de radiothérapie adaptative en direct sur Ethos va débuter par l'acquisition d'une imagerie CBCT. Sur cette image CBCT, on aura des organes influenceurs propres à la localisation qui seront automatiquement délinéés. Donc les organes influenceurs, ce sont des structures qui vont aider à la déformation du CT vers le CBCT, permettant ainsi la propagation automatique des volumes cibles et des organes à risque. Par exemple, dans le cas d'un traitement du cancer de la prostate, les organes influenceurs seront la prostate, le tiers proximal des vésicules séminales, la vessie et le rectum. Ces organes influenceurs sont revus et corrigés par un opérateur. À l'étape suivante, l'opérateur validera ou corrigera, si besoin, les volumes cibles qui en seront propagés. Ensuite, le système commence la planification automatique de la dosimétrie et 2 plans de traitement vont être proposés. Donc, tout d'abord, un plan programmé qu'on peut voir ici à gauche. Donc c'est un plan qui correspond à la planification réalisée sur le scanner dosimétrique de préparation, mais qui va être recalculé sur l'imagerie CBCT du jour. On pourra ainsi observer l'impact des variations anatomiques sur la dosimétrie, et un autre plan qui est un plan dit adapté, qu'on peut voir ici à droite. Lui, c'est un plan qui est réoptimisé sur l'anatomie du jour. Ces 2 plans seront revus, et le choix du plan qui sera utilisé pour le traitement se fait à l'aide des objectifs cliniques ici à gauche, la conformation des isodoses là au milieu et des courbes HDV. Quasi systématiquement, c'est le plan adapté qui est retenu du fait d'une meilleure couverture au volume cible qui est associée à une meilleure épargne aux organes à risque. Puis la dernière étape avant la délivrance du traitement, c'est la validation de l'assurance qualité. Donc cette assurance qualité, elle correspond à un second calcul dosimétrique réalisé par un logiciel Mobus afin de s'assurer de la délivrabilité du plan de traitement. Dans certains cas,
notamment lors des premières séances de traitement, ou s'il y a un risque de variation anatomique pendant la séance, on va quand même réaliser une seconde imagerie CBCT juste avant de délivrer le traitement. Donc toutes ces opérations qu'on vient de voir et qui sont nécessaires avant de délivrer le traitement ont nécessité une organisation particulière du service et des équipes. Donc la réflexion sur ce projet a débuté en 2020 avec un achat en 2021. Nous avons ensuite créé des groupes de travail permettant de préparer son arrivée et avec un démarrage clinique qui a eu lieu en avril 2023. Un an après, nous sommes parvenus à mettre en œuvre un protocole de coopération pour développer cette offre de soins. Donc, nous avons fait le choix de commencer par les traitements de la prostate et vésicule séminale en hypofractionné. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une localisation assez simple, avec peu d'organes à risque et des volumes cibles assez faciles à contourer. En plus, les manips ont acquis aujourd'hui une certaine maîtrise sur cette localisation, du fait que son recalage leur est délégué depuis plusieurs années à Avignon. Ensuite, il a fallu penser à la configuration d'une équipe et à la répartition des rôles de chacun lors d'une séance de radiothérapie adaptative en direct. Donc, si la place du physicien validant la partie technique du traitement et la place du radiothérapeute pour la validation clinique sont évidentes, 2 nouveaux profils de manipulateurs ont dû être créés pour assurer la réalisation de ces séances. Un manipulateur expert RTA qui va réaliser les contours et un manipulateur spécialisé RTA qui va aider le manipulateur expert à la réalisation des contours grâce au CTV de référence réalisé par le radiothérapeute. Les manipulateurs experts à Avignon exercent également en dosimétrie. Donc, un programme de formation a donc été mis en place pour former ces 2 profils de manip, donc avec une partie théorique, une partie pratique. Donc, pour la partie pratique, elle fait, par exemple, elle contient des rappels anatomiques, de la dosimétrie, de la gestion de séances de RTA, avec quand même une formation plus poussée en dosimétrie et TOS pour les manipulateurs experts. Pour la partie pratique, nous avons eu la chance de bénéficier de l'émulateur de variant. L'émulateur, c'est une sorte de simulateur de séance sur lequel nous avons pu nous entraîner avec des patients fictifs avant de prendre en charge de vrais patients. Puis, nous avons réalisé les séances en compagnonnage avec les radiothérapeutes et les physiciens. Cette formation a été évaluée par des questionnaires et des évaluations pratiques en séance, et elle sera réévaluée chaque année. Plusieurs critères d'habilitation ont été définis, permettant de valider les nouvelles compétences des manips. Un maintien de compétences a été prévu, avec une revue des contours réalisée systématiquement par le radiothérapeute référent, et le maintien d'une activité minimum obligatoire, ainsi qu'une réévaluation une fois par an de chaque manipulateur. Alors, pour développer plus largement cette technique, il a fallu réfléchir à une solution permettant de limiter le temps de présence du médecin et du physicien au poste de traitement. Et la délégation de tâches aux manipulateurs semblait la solution évidente, puisqu'elle a permis d'une part de libérer du temps pour les médecins et les physiciens, et puis d'autre part, et surtout, d'augmenter l'offre de soins en augmentant le créneau de rendez-vous. Et en plus, elle a permis de développer de nouvelles compétences pour les manipulateurs. Aujourd'hui, cette délégation concerne la localisation prostate et vésicule séminale en hypofractionné. Toutefois, on conserve quand même une présence médicale et physique pour les 5 premières séances, pour être sûr que le patient est bien délégable et que les manips ne rencontreront aucune difficulté lors des séances en délégation. Puis pour les séances suivantes, le médecin et le physicien resteront quoi qu'il en soit joignables si besoin. Alors, pour mettre en place cette délégation, il a fallu créer un protocole de coopération qui, lui, va donner un cadre réglementaire à cette délégation. Il s'agit d'un document qui a été déposé à l'ARS et ce document donne donc un cadre précis à toutes les tâches qui ont été déléguées et sur l'organisation mise en place autour de cette délégation vers le manipulateur. Dans notre cas, il s'agit d'une double délégation, puisqu'elle concerne à la fois les tâches du médecin et celles du physicien, avec 4 dérogations pour le manipulateur. Tout d'abord, la correction des influenceurs, la validation des volumes cibles et des organes à risque, puis le choix et l'approbation médicale de la dosimétrie, et enfin l'approbation physique de la dosimétrie. Pour chacune de ces dérogations, on a un arbre décisionnel qui a été créé et qui détermine précisément les décisions à prendre pour chaque événement possible. L'exemple ici affiché, c'est l'arbre décisionnel pour la correction des influenceurs.
On peut voir par exemple que s'il y a un doute sur un contour ou s'il y a une différence de plus de 3 coupes entre le contour réalisé par le manipulateur expert et le contour de référence réalisé par le radiothérapeute, dans ce cas, on appelle le médecin. Puis, toujours pour sécuriser cette délégation, il y a un fichier de suivi qui est créé pour chaque patient, qui est rempli au départ par le radiothérapeute référent, qui va nous transmettre toutes les consignes de délinéation importantes, puis qui sera rempli chaque jour par les manipulateurs afin de tracer toute information importante au bon déroulement des séances. Chaque semaine, une équipe pluridisciplinaire composée donc des physiciens, médecins et manipulateurs, on va se réunir en staff pour réaliser ce qu'on appelle un monitoring hebdomadaire, dans lequel nous allons présenter les nouveaux patients à venir et faire le suivi des patients déjà en cours. Lors de ce monitoring, par exemple, on va utiliser l'onglet Suivi d'ethos qui nous permet de visualiser la variation des volumes des CTV avec ce type de courbe ici. On va réaliser une espèce de vidéo où on peut superposer tous les CTV réalisés et ceci permet de vérifier qu'il n'y ait aucune aberration dans les contours. Et tout ça permet en plus de favoriser la communication pluridisciplinaire. Donc avant la délégation, la radiothérapie adaptative était ouverte seulement 2 heures par jour pour une prise en charge de 3 patients. Aujourd'hui, elle peut être ouverte 4 heures et de 8 heures à midi avec une prise en charge de 6 patients. Le médecin, lui, reste d'astreinte pour les 2 premières heures. Dans ce cas, on va réaliser tous les patients qui sont hors délégation. Donc, en conclusion, on peut voir que, aidé du protocole de coopération, la radiothérapie adaptative a permis une évolution majeure du rôle du manip dans la prise en charge du patient, en déléguant donc, au manip des étapes clés du traitement qui sont habituellement réalisées par les radiothérapeutes et les physiciens médicaux. Elle permet de décloisonner la radiothérapie puisqu'elle demande aux différents corps de métier de travailler ensemble. En plus, l'investissement du manip, lui, il a été récompensé par une évolution de la rémunération, qu'on peut voir ici sur la courbe. Et elle investit le manip puisqu'il participe aux futurs projets, notamment les mises en place de nouvelles localisations ou sur les études sur la réduction des marges de traitement. Voilà donc notre équipe à Avignon. Et je vous remercie de votre attention. Nous sommes dans un groupe très dynamique, avec des équipes très sympathiques, qui ont envie d'innover, qui ont envie d'assurer la meilleure prise en charge du patient. On a d'excellentes conditions de travail. On a la possibilité de choisir l'activité qu'on veut, contrairement à d'autres endroits où on nous impose un peu les choses. Une Résonance fait beaucoup d'investissements dans la rénovation du système informatique et également des machines. On a une deuxième IRM depuis le rachat du cabinet, des nouveaux échographes, enfin du matériel de pointe, donc pour la qualité des soins des patients. Là, on a inauguré la Résonance Academy, donc, qui permet des formations, qui fait profiter aux manipulateurs de formations en interne. Donc des formations aussi bien d'échographie, d'hypnose, des manipulateurs ou des secrétaires qui peuvent devenir responsables d'un centre. Donc c'est une évolution de carrière très importante pour un manipulateur. Pour évoluer dans la carrière en tant que manipulateur, c'est aussi très important de continuer à donner un sens à son travail. C'est qu'il y a une bonne équipe, ils sont jeunes, assez dynamiques, il y a de bons avantages pour quelqu'un qui veut travailler, c'est chez nous qu'il faut venir. Bonjour à tous, merci à la FPPE pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je me présente, Rory Haddad, je suis avec Hugo Canas et nous sommes tous les deux manipulateurs radio en neuroradiologie à la Pitié-Salpêtrière. Donc nous n'avons pas de lien d'intérêt particulier. Présentation sur l'IRM interventionnel, donc interventionnel dans le sens traitement, l'acte réalisé est à but thérapeutique.
et nous allons vous présenter la technique iFew. Dans un premier temps, je vais vous présenter la technique, comment ça fonctionne, ensuite le principe physique nécessaire à la réalisation de cette technique et les différents acteurs permettant le traitement. Donc moi, je vais vous parler plus précisément du traitement du patient dans son intégralité. Donc tout d'abord, le DQI que nous réalisons au préalable de la procédure, le traitement du patient, les étapes que nous avons à réaliser à la fin de la procédure, et les avantages et les inconvénients de celle-ci, des résultats obtenus suite à cette procédure iFew et une petite conclusion. Donc la technique iFew, qu'est-ce que ça signifie? C'est pour High Intensity Focused Ultrasound, donc une technologie utilisant les ultrasons de haute intensité. Cette technique n'est pas spécifique à la neuroradiologie, elle peut être utilisée par exemple dans le cadre du traitement du cancer de la prostate, mais nous n'en parlerons pas dans notre présentation. La société qui a mis en place ce système pour la neuroradiologie se nomme Insightec. Ils ont breveté la technologie depuis 2012 et c'est la seule boîte au monde dans le cadre de la neuroradiologie. Nous ne traitons exclusivement que les tremblements essentiels pour l'instant. À l'avenir, peut-être qu'il y aura aussi les maladies de Parkinson par exemple ou épilepsie, mais dans un premier temps uniquement les tremblements essentiels. Donc, qui sont caractérisés par des mouvements rythmiques lors d'un mouvement volontaire ou lors du maintien de certaines positions. Il y a aussi pas mal de contre-indications pour la réalisation de cet examen. Donc, tout d'abord, toutes les contre-indications classiques à l'IRM, par exemple la claustrophobie, parce que l'examen est quand même très long. Le patient il doit être capable de communiquer avec nous pendant la procédure, parce que les résultats se font en direct et pour savoir si ça marche, il faut que le patient puisse communiquer avec nous. Il faut aussi que le patient soit capable de pouvoir presser la poire d'appel, qui a une double fonctionnalité dans cet examen. La première, interrompre la séquence d'IRM et d'interrompre aussi le traitement. Donc, je vais vous présenter notre salle d'IRM en neuroradiologie à la Pitié-Salpêtrière, qui est composée de plusieurs modules que vous ne connaissez sûrement pas. Par exemple, celui juste ici. Donc ça, c'est le module qui possède la puissance nécessaire pour réaliser le traitement. C'est aussi celui qui va stocker toute l'eau qui sera utilisée pendant le traitement. Il y a aussi d'autres modules, par exemple celui-ci, qui se nomme le transducteur. C'est ce qui se positionne au niveau de la tête du patient et qui possède aussi tous les câbles de branchement qui se brancheront sur l'unité vue précédemment. Là, nous avons le transducteur positionné sur la table d'IRM avec, comme je vous disais, la poire d'appel avec sa double utilité. Et voici quand tout est positionné. Donc, le transducteur positionné sur la table d'IRM, les câbles branchés au système pour pouvoir effectuer le traitement. Donc, en complément de cette installation, il y a aussi un petit module qui se branche sur la table d'IRM qui s'appelle un track coil. Donc c'est nécessaire et c'est adaptable par les constructeurs, par exemple ici c'est Siemens. Voici comment c'est branché. Donc là nous avons notre console d'IRM avec à droite la console Insightec pour gérer le traitement et en arrière-plan vous voyez notre IRM. Donc je vais maintenant vous parler du principe physique pour cette technique. Donc, tout d'abord, un calcul important à réaliser en amont de l'examen qui s'appelle le SDR, donc Skull Density Ratio. Ce ratio reflète la variabilité de la densité osseuse du crâne. Comment faire ce calcul? Donc, il suffit de faire un rapport entre la valeur de densité la plus basse et la valeur de densité la plus élevée, telle que mesurée sur un scanner. Il faut savoir que le patient, s'il a une densité de crâne trop basse, il ne pourra pas réaliser l'examen, pareil si elle est trop élevée. Donc, je vais vous parler d'un autre principe physique important qui se nomme la cavitation. Pour illustrer ça, j'ai deux graphiques. Donc, le premier qui se base sur le temps via la puissance. Donc, on voit que la puissance est de 1, donc de 100% de manière continue. Le système n'a pas été perturbé.
tandis que sur le deuxième, on voit que sur le temps, la puissance varie. On voit qu'il y a une baisse, une augmentation. Donc, cette variabilité est due à la présence d'une bulle d'air entre le trajet des ultrasons et le crâne du patient. Le fait d'avoir cette bulle d'air, on nomme ce phénomène la cavitation. Le traitement peut continuer, mais n'est pas optimal du fait que la puissance varie. C'est à cause de ce principe physique que le patient doit avoir les cheveux rasés avant la procédure pour éviter la formation de bulles d'air. Donc pour finir ce chapitre sur le principe physique, je vais vous expliquer ce qu'est la sonication. Donc c'est le terme employé pour délivrer les ultrasons aux patients. Concrètement, voici la console Insightec lors d'un traitement. Nous avons en bas à droite la courbe permettant de détecter les cavitations. Nous avons aussi une courbe de la température sur le temps qui est très importante. Il faut savoir que le but de cet examen est de créer une lésion au patient pour limiter les tremblements du patient. Donc, la lésion se crée à une température d'environ 55 degrés. Nous pouvons la visualiser en direct. Et à gauche, nous avons la lésion qui sera créée et c'est une coupe axiale qui est très zoomée au millimètre près. Nous avons aussi tous les paramètres pouvant être modulés, donc l'énergie, la puissance, et donc adapter le traitement en fonction du patient. Donc, je vais maintenant vous présenter les différents acteurs de la technique. Tout d'abord, le neuroradiologue qui va effectuer beaucoup de travail en amont, par exemple sur le scanner qu'aura fait le patient, et en plus de calculer le skull density ratio, le neuroradiologue va aussi exclure les anciennes lésions ischémiques s'il y en a, les calcifications, mais aussi les petits méningiomes. Pendant le traitement, le neuroradiologue va aussi faire une traçabilité de toutes les valeurs du traitement, par exemple le nombre de sonications, la durée, la température. Il faut aussi un neurochirurgien qui va positionner un cas de stéréotaxie ainsi qu'une membrane sur le patient pour qu'il reste bien immobile durant toute la durée du traitement. C'est aussi le neurochirurgien qui délivrera les ultrasons au patient. Il effectuera aussi des zones d'exclusion sur l'imagerie qui sera faite en direct, par exemple les petites zones d'air qui se forment en périphérie de la membrane. C'est aussi le neurochirurgien qui déterminera la puissance en collaboration avec le neuroradiologue nécessaire pour traiter le patient. Aussi un neurologue qui effectuera des tests neurologiques en direct, mais aussi en amont, en consultation avec le patient pour pouvoir effectuer un comparatif. Pendant le traitement, le neurologue va aussi surveiller l'apparition d'effets secondaires s'il y en a. Il vérifie aussi l'évolution des tremblements. Il faut aussi du coup un manipulateur en radiologie qui effectuera des tests qualité avant la procédure. C'est aussi le manipulateur qui installera le patient et qui effectuera un bio-nettoyage, mais je vais laisser Hugo vous parler de tout ça. Donc moi je vais vous parler du traitement du patient dans son intégralité, donc le DQI que nous réalisons au préalable de la procédure, le traitement du patient, le bio-nettoyage que nous réalisons à la fin de cette procédure, l'IRM de contrôle réalisé après le bio-nettoyage, les avantages et les inconvénients de cette procédure. Le DQA, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance de qualité quotidienne qui consiste à faire un test fantôme afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'IRM et du dispositif Insightec. Comme vous pouvez le voir ici, en blanc, il y a la membrane qui nous sert à réaliser le DQA et ici en jaune, le fantôme. Donc pour la bonne réalisation de ce DQA, nous allons remplir l'eau qui va nous servir lors du traitement à refroidir le crâne du patient car l'eau est à 14 degrés. Ensuite, sur le transducteur, nous avons des petites molettes ici qui vont nous servir à régler les valeurs pour le DQA afin de s'assurer que la cible soit au centre du transducteur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les valeurs sont notées sur le transducteur. Suite à cela, nous sortons de la salle. Nous allons lancer sur la console IRM les LOCA et nous passons sur la console Insightec. Nous allons vérifier si plusieurs paramètres sont respectés.
Tout d'abord, si la précision de tir est respectée, si le système est capable ou non de détecter les cavitations et s'il est capable d'augmenter la température au fur et à mesure des sonications. Nous allons également vérifier plusieurs paramètres techniques qu'ils soient bien respectés, le détecteur modif inférieur à 100, la circulation inférieure à 19 et l'oxygène dissous inférieur à 3. Donc, une fois le DQI est effectué, le patient arrive avec un cadre de stéréotaxie fixé au préalable par le neurochirurgien. On s'assure bien sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'IRM. On s'assure également que le patient ait bien les cheveux rasés. Très important, comme vous l'a expliqué mon collègue au préalable, pour éviter au maximum les cavitations. Ensuite, nous installons la membrane avec le neurochirurgien comme ceci, en s'assurant qu'il n'y ait pas de pli. C'est une étape clé de la procédure, car si la membrane est mal positionnée, nous allons avoir beaucoup de cavitations. Nous passons maintenant à l'installation du patient. Donc le patient est installé en décubitus dorsal. Il faut savoir qu'il peut rester plusieurs heures dans la même position, entre 2 et 5 heures, donc c'est vraiment très important de le couvrir s'il a froid, mettre une cale sous les genoux, cale sous les épaules, vraiment très important pour que la position soit le plus confortable possible. Suite à cela, nous allons relier la membrane au transducteur et nous allons remplir l'eau ici. Une fois l'eau remplie, nous allons retirer toutes les bulles pour éviter au maximum les cavitations. Une fois que nous nous sommes assurés qu'il n'y ait plus de bulles, nous allons faire les décalages. En fonction de la main traitée. Donc en droite-gauche, clivus côté opposé de la main traitée, on s'incline de 10 degrés vers l'arrière, en AP et en sup-inf, on s'incline au niveau des yeux. Ce sont des décalages approximatifs, car la neurochirurgienne va ensuite nous donner les valeurs exactes, calculées grâce au MPRage, afin de positionner la cible au centre du transducteur. Maintenant, vous présenter une vidéo très brève de l'installation du patient, donc on peut le voir en décubitus dorsal. Le cadre de stéréotaxie et la membrane fixée au crâne du patient. On peut voir l'eau qui se remplit au niveau de la membrane et nous voyons les ultrasons qui arrivent au niveau de la cible. Une fois le patient installé, nous sortons de la salle d'IRM et nous lançons les LOCA et le MPRage sur la console IRM. Suite à cela, la neurochirurgienne va se servir du MPRage, couplé au scanner et à l'IRM préopératoire, afin d'exclure les derniers plis de membrane encore présents et positionner la cible, la zone de traitement. Donc le système va ensuite calculer les déplacements nécessaires afin que cette cible soit au centre du transducteur et nous rentrons dans la salle afin d'effectuer ces déplacements et prévenir le patient que nous allons commencer les sonications. Les déplacements pour que la cible soit au centre du transducteur sont effectués grâce aux mêmes molettes que nous avons utilisées pour le DQI. Donc ensuite on va effectuer plusieurs sonications en montant la température au fur et à mesure. La première sonication qui sert à vérifier le positionnement, voir s'il y a un effet positif sur le tremblement. La deuxième sonication qui sert à vérifier s'il n'y a pas d'effet secondaire transitoire, car le patient peut en ressentir lors des sonications, donc parasthésie des joues, des lèvres, de la langue, des membres sup, etc. Donc il y a le neurologue qui s'assure bien évidemment entre chaque sonication que tous ces paramètres soient respectés et que le patient n'ait pas d'effet secondaire. Ensuite, il y a une troisième sonication entre 55 et 60 degrés pour créer une lésion. Nous savons que si une lésion a été créée, il y aura un effet définitif sur le tremblement. Nous pouvons effectuer plusieurs sonications à forte intensité si le résultat voulu n'est pas obtenu. Donc, une fois que nous avons obtenu le résultat voulu, nous effectuons une séquence T2 afin de vérifier que nous avons bien créé une lésion. Comme je vous l'ai dit auparavant, si une lésion a été créée, il y aura un effet définitif sur le tremblement, donc c'est ce que nous voulons. On peut voir ici la zone en hypersignal, c'est de l'œdème, et la zone en hyposignal, c'est la lésion que nous avons créée. Donc nous pouvons dire que sur ce patient, les effets sur le tremblement seront définitifs. À la fin du traitement, nous réalisons le biodétoyage. Donc nous remplaçons l'eau présente dans le bidon par de l'eau propre en ajoutant 50 ml de détergent. Ensuite, nous effectuons, grâce à ce petit écran que vous voyez ici, une première étape qui dure 15 minutes qui consiste à nettoyer le système d'eau, puis une seconde étape qui dure également 15 minutes qui consiste à nettoyer l'ensemble du système. Suite à cela, nous remettons la salle dans son état d'origine comme vous pouvez le voir ici pour réaliser l'IRM de contrôle. Nous réalisons l'IRM de contrôle afin de s'assurer qu'il y ait bien une lésion et que le patient ne souffre pas de complications. Donc nous réalisons plusieurs séquences, une DIF pour vérifier qu'il n'y ait pas de complications ischémiques, un flair pour mesurer l'importance de l'œdème, car il y aura forcément de l'œdème, le SWAN pour vérifier qu'il n'y a pas de saignement, le T1 MPRage, c'est la séquence morphologique, et un axial T2 sur la lésion.
Nous allons maintenant vous présenter quelques résultats obtenus suite à la procédure IFU. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est les tests réalisés au préalable avec le neurologue. Donc on peut voir que le patient n'est pas du tout capable d'écrire, de signer, de dater. Tracer une spirale entre les deux traits est également très compliqué pour lui. Et une ligne droite entre les deux points, pareil. On peut voir que le patient n'est pas du tout capable. Et ça, c'est les résultats obtenus à la fin de la procédure quand le patient est encore sur la table d'IRM. Donc on peut voir que le résultat est assez bluffant. Une petite vidéo de ce même patient. Donc nous avons traité pour lui la main droite qui tremblait au préalable beaucoup plus que la main gauche. On peut voir ici que la main droite ne tremble plus du tout comparé à la main gauche. Donc c'est vraiment un résultat assez épatant. Je vais maintenant vous présenter les avantages et les inconvénients de cette procédure. Donc c'est un acte non invasif qui nécessite peu ou pas de sédation avec un effet clinique immédiat. Il y a une précision d'environ 1 mm pour les lésions focales et c'est un ciblage personnalisé des lésions. C'est adapté à chaque patient. C'est intégré à l'imagerie avancée. Et bien sûr, le plus important, à la fin de la procédure, il y a une réduction des tremblements. Mais elle comporte également quelques inconvénients. C'est assez long, ça dure entre 2 et 5 heures. Le patient peut ressentir un inconfort de la position, il peut avoir froid lors de la procédure, même si on le couvre, il fait très froid dans l'IRM. Il peut ressentir quelques douleurs lors du traitement. Il peut également ressentir des effets secondaires transitoires, comme je vous en ai parlé au préalable. Et il faut qu'il ait les cheveux rasés. Cela peut être un gros inconvénient, surtout pour les femmes. Mais quand on voit le bénéfice de cette procédure, la plupart des patients nous disent que c'est incroyable. En conclusion, nous pouvons dire que c'est une procédure vraiment révolutionnaire car nous savons qu'environ 5% de la population est touchée par le phénomène de tremblement essentiel. Il peut lourdement incommoder le quotidien des patients qui en sont atteints. Par exemple, écrire, comme nous l'avons vu, pour ce patient était devenu très compliqué, ou encore boire un verre d'eau ou même se brosser les dents, et effectuer beaucoup d'autres actions banales du quotidien. La relation soignant-soigné est aussi très différente et appréciable, car nous passions plusieurs heures avec le patient, nous allons le voir plusieurs fois lors de l'IRM, donc il se confie plus à nous et nous pouvons prendre le temps de l'écouter. C'est également l'une des premières fois que nous voyons le patient ressortir de l'IRM avec le sourire, voire même parfois avec des larmes de joie. De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs médecins, neurologues, neuroradiologues, neurochirurgiens, et nous avons besoin de tous ces acteurs afin de réaliser la procédure dans les meilleures conditions possibles. C'est un travail en équipe très intéressant. Concernant nous les manips, c'est une grande nouveauté car c'est une IRM de traitement et non de diagnostic, comme nous avons l'habitude de faire, et nous voyons la diminution du tremblement en direct. Donc merci à tous pour votre attention et encore une fois merci à la FPPE pour l'organisation de ce webinaire.
Bonjour, je me présente, je suis Émile Tichet-les-Dents et avec ma collègue Charlotte Lerès, nous allons vous présenter le protocole de coopération locale qui a été mis en place dans notre service qui concerne la réalisation des biopsies sous-cutanées éco-guidées. Nous allons tout d'abord voir une présentation de notre service, la création du protocole, notre quotidien et une petite conclusion. Donc, nous travaillons au Centre de radiologie interventionnelle à l'Institut Bergonié, qui est le centre de lutte contre le cancer de la région Nouvelle-Aquitaine. Le service est dirigé par le docteur Palussière et le docteur Buis, qui sont nos 2 délégants. Et il y a également aussi le docteur Denizet, qui est arrivé récemment. Il est composé de 2 salles d'examen, une salle capteur plan et un scanner dédié à la radiologie interventionnelle, toutes les 2 équipées d'échographes. Nous réalisons divers types d'examens, que ce soit des examens percutanés ou des examens thérapeutiques. Ces dernières années, nous avons pu constater une augmentation du nombre de biopsies, notamment des biopsies de tissus mous, puisqu'elles ont été multipliées par 5 ces 5 dernières années. Nous faisons partie d'une équipe motivée au sein de laquelle nous avons pu présenter plusieurs fois des publications au JFR et certains d'entre nous ont également pu bénéficier du DU de radiologie interventionnelle à Marseille. Nous avons également la chance d'avoir une forte cohésion au sein de notre équipe puisque notamment les radiologues sont toujours prêts à partager leurs connaissances avec nous. Pour finir, on peut mettre en avant des années d'expérience dans ce service de radiologie interventionnelle. Dans notre institut, il existe déjà un protocole de coopération concernant la pose de PICC Light. Ce dispositif étant posé par les anesthésistes, le protocole a été signé entre anesthésistes et infirmiers anesthésistes. Mais cette nouveauté nous a interrogé sur le fait de pourquoi pas mettre en place nous aussi un protocole de coopération dans notre service de radiologie interventionnelle. Nous nous sommes renseignés sur les différents protocoles de coopération existants, local ou national, et la création d'un protocole local correspondait à nos attentes. Il implique directement l'ARS et notre établissement de santé avec des démarches simples et rapides ayant pour but de réduire les délais d'accès à la prise en charge. Sa rédaction s'est faite en s'appuyant sur la maquette disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Elle reprend plusieurs points importants, notamment les conditions d'entrée des patients dans ce protocole, l'organisation interne lors de la mise en place du protocole, la formation et le maintien des compétences des manipulateurs, les indicateurs de suivi également. Sa rédaction a été assez chronophage, environ 10 mois, car nous n'avions pas réellement de temps dédié. Elle s'est déroulée en plusieurs étapes. D'abord la rédaction, la relecture et la modification en équipe avec les délégants et notre cadre de service, la validation par le cadre supérieur et la juriste de l'Institut Bergonié, la signature enfin par le directeur de l'établissement. Nous avons ensuite pu déposer le protocole sur le site de l'ARS. Nous avons dès lors suivi une formation par nos radiologues délégants. Tout d'abord une formation théorique avec des cours généraux sur différents thèmes comme les bases de la physique de l'échographie, sur l'hémostase, les tumeurs des parties molles. Et après, nous avons entamé la formation pratique. Chacun des délégués ayant dû réaliser 20 biopsies en qualité d'opérateur principal, réalisées bien sûr sous le contrôle direct du radiologue référent. Et un maintien de ses compétences doit être assuré dans le protocole avec un nombre minimum d'actes annuels. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu le circuit patient, de la programmation du geste jusqu'à la réalisation du geste à l'Institut. Donc il faut savoir que chez nous, les demandes d'examen sont informatisées, même pour les biopsies. Donc c'est un oncologue ou un chirurgien qui fait une demande. Elle est alors transmise au radiologue qui va alors valider la faisabilité du geste. Donc là, le radiologue va voir les modalités de guidage, l'installation du patient, le choix du matériel. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'il va proposer l'inclusion du patient dans le protocole de coopération. De là, les secrétaires de la radiologie interventionnelle prennent le relais, elles vont programmer l'examen, elles vont envoyer le rendez-vous au patient, une demande aussi de bilan sanguin et surtout une fiche explicative qui va reprendre justement les bases du protocole, expliquer au patient qu'il va
être pris en charge par des manipulateurs du service dédiés à ce geste, que s'il le souhaite, il peut recevoir en intégralité le protocole, la maquette du protocole, et dès lors aussi, s'il ne souhaite pas cette prise en charge, il peut contacter le service pour pour être reconvoqué sur une vacation dédiée radiologue. Donc le patient, quand il arrive à l'Institut, il faut savoir qu'il est pris en charge par un service d'ambulatoire qui n'est pas dédié forcément à l'ARI, mais qui gère aussi tout le bloc. Arrivé au bloc opératoire, le patient va alors être pris en charge par l'équipe des manipulateurs. Le manipulateur dédié au geste va d'abord vérifier le dossier du patient, regarder les images sur notre réseau, vérifier la voie d'abord, les zones à privilégier. Donc là, par exemple, je vous ai mis une image d'un genou où le radiologue nous avait mis une image clé avec 2 contingents différents pour que justement on évite une zone nécrotique. Et donc ce sont des images clés qui nous mettent dans le PACS, comme ça peut aussi nous aider le jour du geste. De là, on explique absolument au patient l'installation, l'explication du geste, comment ça va se passer. On réalise une échographie de repérage avec une image en Doppler pour bien s'affranchir des risques hémorragiques qui pourraient y avoir. Et on explique aussi au patient les suites opératoires, c'est-à-dire la surveillance qu'il va avoir en ambulatoire, mais également pour ses résultats. Le patient repart, donc comme je viens de dire, après le geste en ambulatoire, où une petite surveillance de 30-45 minutes a lieu juste pour surveiller le point de ponction et voir s'il n'y a pas de douleur particulière. Donc au quotidien, on essaye d'avoir 3 vacations en moyenne par semaine, ce qui équivaut à 4 biopsies par vacation. On a 2 manipulateurs qui vont être alors postés, un qui va avoir le rôle d'opérateur et l'autre qui assiste pour le geste. Et le radiologue délégant étant bien sûr toujours posté dans la salle d'à côté si besoin. Il faut savoir que les biopsies réalisées lors du protocole sont bien sûr répertoriées afin d'assurer un suivi de l'activité et d'évaluer nos pratiques avec les taux de réussite, les taux de satisfaction des patients. Actuellement, on a réalisé 262 biopsies. Et il faut savoir qu'en 2012, ce chiffre correspondait à la totalité des biopsies réalisées sur l'Institut, ce qui montre bien qu'il y a eu une forte augmentation de ce geste. Là, c'est un petit tableau juste pour vous montrer un petit peu tous les résultats qu'on a obtenus. Donc, on a à la fois des lipomes, des sarcomes, des tumeurs adipeuses ou même des desmoïdes. Donc, c'est assez varié. Pour finir, je vous montre juste quelques cas cliniques pour illustrer un petit peu les zones qu'on peut prélever, les biopsies qu'on peut faire. Donc là, c'était une lésion au contact de la cuisse droite qui évoluait rapidement. Donc sur l'image de droite, vous voyez en haut, on a fait une écho de repérage avec une image Doppler sur la droite pour bien vérifier qu'il n'y avait pas de vaisseau. Et les images en bas à droite, c'est biopsie en place. Pour cette personne, le résultat, c'était un sarcome. Là, c'était une masse superficielle de l'épaule. Donc toujours pareil, des images de repérage au démarrage avec du Doppler pour bien vérifier qu'il n'y a pas de vaisseau. Et en dessous, les images avec le biopsieur en place. Là, c'était une masse tissulaire profonde au niveau de la cheville gauche. Toujours les images Doppler pour démarrer avec les repérages et ensuite le biopsieur en place. Là, c'était un schwannome. Et pour finir, là, c'est le dernier cas, c'était une masse profonde au niveau du moyen fessier. On réalise l'écho de repérage et ensuite, avec le biopsieur en place, on réalise quelques clichés pour montrer où on a fait les prélèvements. Alors, comme bilan de cette expérience, on peut en tirer sincèrement que du positif. Le délai de prise en charge a diminué pour nos patients. On a vu que ça avait vraiment dynamisé l'équipe, que ce soit au niveau de nos radiologues qui nous ont formés, de nous, manipulatrices qui participons à ce protocole, mais aussi de nos collègues qui nous aident, ainsi que les secrétaires qui sont très impliqués dans ce protocole. À titre personnel, Émilie et moi aussi, on a pu découvrir une partie administrative qu'on ne connaissait pas. Et on se rend compte aussi que tous ces protocoles, et ce protocole en particulier pour notre service, permet franchement de créer une certaine attractivité de notre discipline. Et bien sûr, le plus important, ça a libéré du temps à nos très chers radiologues, parce qu'apparemment, ils en avaient fortement besoin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et surtout, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez envie de créer votre propre protocole, c'est vraiment très intéressant et bénéfique pour notre métier. L'Institut de cancérologie et de radiothérapie brétilien est un établissement de santé spécialisé dans les traitements de radiothérapie et curithérapie, les traitements médicamenteux, les soins de support et la recherche en cancérologie.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire et des installations de pointe, l'ICRB assure chaque jour la prise en charge de patients touchés par différents types de cancers. En 2023, l'établissement a accompagné plus de 2300 nouveaux patients en Ille-et-Vilaine. L'expertise de nos équipes associée à un accompagnement global et personnalisé permet à nos patients de vivre au mieux ce moment de vie. À l'ICRB, les praticiens sont conventionnés et ne pratiquent aucun dépassement d'honoraires. Ils assurent une prise en charge ALD, tiers payant, CMU et AME. L'ICRB est investi pour garantir au quotidien une prise en charge bienveillante et accessible. L'Institut accompagne chacun sans reste à charge et nos correspondants partagent la même éthique. Pour garantir un haut niveau de qualité de la prise en charge, l'Institut s'appuie sur un savoir-faire, une expérience et expertise sur des innovations technologiques de pointe et des équipements de haute technicité et participe à des recherches médicales. Nous proposons une prise en charge individualisée, adaptée et humaine tout au long du parcours avec notamment des consultations d'information, un suivi infirmière en pratique avancée, un dispositif de télésurveillance, des soins de support et des rendez-vous de surveillance. Les praticiens de l'ICRB assurent une astreinte permanente pour les patients, mais aussi pour les médecins généralistes et spécialistes avec un accès direct et facile à ces équipes, et avec une plateforme de téléexpertise pour dynamiser les avis échangés ville-hôpital. Des partenariats sont établis pour les prises en charge des urgences. Chaque patient, ses aidants et proches, sont accompagnés et soutenus tout au long de la prise en charge avec des lieux dédiés et des soins spécifiques. L'ICRB dispose de toutes les techniques de radiothérapie moderne au sein de son établissement. Grâce à un parc d'appareils de haute technicité et un ensemble de technologies de pointe au plus près des dernières innovations. L'ICRB est un acteur investi dans la recherche médicale et clinique aux côtés de partenaires variés pour le développement de traitements innovants contre le cancer, l'étude de nouveaux médicaments et d'associations médicamenteuses, l'évaluation de la qualité de vie des malades en cours de traitement, la prévention et la diminution des effets secondaires et la mise en place de nouvelles technologies de diagnostic. L'ICRB participe aux réunions du groupe régional Arpego. 70 études institutionnelles et observationnelles en cours. L'ICRB inclut plus de 100 patients par an sur des essais cliniques et accompagne 500 patients en file active.